Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, soyez notre voix, dites au monde que nous ne sommes pas en prison pour rien. Ces mots, ce sont ceux de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023. Cette journaliste est militante pour l'abolition de la peine de mort en Iran et notre rôle modèle du jour. Et puis juste avant, elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus, bonjour, qui est avec nous aujourd'hui. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un architecte lauréat du Pritzker Prize en 2014 qui a consacré sa carrière à bâtir dans des situations d'urgence humanitaire, c'est ça? Oui, la question du relogement des populations déplacées au sein des différents conflits qui traversent notre planète est essentielle. Shigeru Ban, il a vraiment dévoué sa vie à ce qu'on appelle l'architecture d'urgence. On en parle tout à l'heure. Et puis octobre marque chaque année le coup d'envoi du mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Un événement annuel qui touche à sa fin, mais qui ne cesse de promouvoir en ligne un comportement sain et sûr. De quoi encourager aussi les entreprises et les individus à participer à cette lutte contre la cybercriminalité. Justement, comment sont formés les prochains talents français de ce secteur? C'est une question qu'on va poser à nos invités du jour. Elle s'appelle Valérie Dmitrovic. Bonjour Valérie. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la cofondatrice et directrice générale d'une école qui s'appelle Guardia et que vous allez nous présenter dans un instant. Et puis j'accueille sur ce plateau Lilou Le Rouge. Bonjour Lilou. Bonjour, enchantée. Vous êtes élève à Guardia. Vous allez nous raconter tout ça. On va lancer d'abord le focus, juste avant. Focus aujourd'hui sur Narges Mohammadi. Le 6 octobre dernier, la journaliste et militante iranienne de 51 ans a été désignée prix Nobel de la paix. Une annonce qu'elle a accueillie depuis sa prison de Téhéran en Iran où elle est incarcérée pour activisme. Son portrait tout de suite par Xavier Terrade. Women, life, freedom. Femmes, vie, liberté. Le prix Nobel de la paix 2023 est attribué à Narges Mohammadi pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et son combat pour promouvoir les droits humains et la paix pour tous. C'est depuis une prison de la République islamique que la journaliste de 51 ans a appris la nouvelle le 6 octobre 2023. La famille de Narges Mohammadi a salué un moment historique et important pour la lutte pour la liberté en Iran et a dédié ce prix à l'ensemble des Iraniens et en particulier aux femmes et aux filles iraniennes qui ont inspiré le monde entier par leur courage et leur combat pour la liberté et l'égalité. Emmanuel Macron s'est réjoui de ce choix très fort pour une combattante de la liberté en détention à Téhéran. La décision du comité n'a en revanche sans surprise pas plu en Iran. En 2016, la militante iranienne y a été condamnée à 16 années de prison pour son activisme en faveur des droits humains, une peine qui a été allongée en août 2023. Le mois suivant, la vice-présidente de l'association Defenders of Human Rights Center avait brûlé son voile dans la cour de la prison d'Evin à Téhéran, un an après la mort d'une étudiante iranienne d'origine kurde qui avait été arrêtée pour port de vêtements inappropriés. Incarcéré, Narges Mohammadi n'a pas vu ses enfants depuis 8 ans. Ils vivent en France avec son mari, loin de leur maman. Ce prix Nobel leur apportera peut-être une source d'espoir. Voilà pour ce portrait particulièrement inspirant. Et maintenant, c'est notre talk face à des enjeux de souveraineté européenne sur les questions de sécurité en ligne, face aussi à l'accroissement des menaces cyber en France et à la nécessité de plus en plus importante de renforcer nos capacités de défense. Il devient impératif de former des experts et des jeunes talents aussi en France, qualifiés dans le domaine de la cybersécurité. Des écoles supérieures se spécialisent et ouvrent la voie aussi à des métiers jusqu'ici soit peu connus, soit difficiles d'accès. Exemple avec l'une d'entre elles dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, pour en parler dans l'émission, Valérie Dmitrovic, vous êtes la cofondatrice et la directrice générale de Guardia Cyber Security School. Lilou Le Rouge aussi, vous êtes étudiante dans cette école en 2e année, c'est ça? C'est ça. Bon, face à la multiplication des cyberattaques en France, la riposte s'organise dans l'éducation, des formations secrètes, des écoles spécialisées aussi, avec un objectif, former les experts de demain, avec la promesse aussi d'une employabilité garantie et puis un bon salaire à la clé. On va en parler dans un instant
avec vous. On vous présente aujourd'hui dans l'émission l'une de ces écoles, la Guardia Cyber Security School. Valérie, on va commencer par vous. Vous êtes donc la cofondatrice et directrice générale de cette école. C'est l'une des premières écoles en Europe aujourd'hui sur les enjeux de cybersécurité. Alors oui, tout à fait, avec ce modèle, c'est-à-dire une intégration post-bac et une formation en 5 ans, en 3 ou 5 ans, on peut s'arrêter au bachelor, ou alors continuer jusqu'au bac plus 5 pour être expert en cybersécurité. Alors justement, quel type de métier on peut faire quand on sort de la Guardia? Alors, on a édité un guide, le guide des métiers de la cybersécurité, que vous retrouvez sur notre site Guardia, qui est téléchargeable donc gratuitement. Donc déjà, on peut quand même commencer à feuilleter, mais je vais vous donner quand même 2 métiers très représentatifs. Le premier, c'est un métier qui est très prisé par les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est pentester. Donc ça, c'est quoi ce métier? C'est tout simplement de vérifier la solidité de toute l'informatique d'une organisation, de l'hôpital, de l'entreprise, d'une institution, d'une mairie, d'une commune. Donc, tester la solidité de quoi? Du site internet, du site marchand, de la boîte mail. Pour éviter les cyberattaques aussi, exactement. Notamment. Donc, c'est ce premier métier, pentester. Et puis, il y a un autre métier qui est intéressant qui s'appelle analyste sécurité. Si c'est de la cyberdéfense, donc là, on va chercher également à sécuriser tous les systèmes d'information, toute l'informatique, pour résumer. Donc après, on a d'autres métiers, consultant, par exemple, si on aime de faire du conseil. En tout cas, tous ces métiers ont une même base de l'informatique. Justement, l'informatique, c'est ce que vous étudiez en ce moment. Lilou Le Rouge, vous êtes étudiante en 2e année à la Guardia Cyber Security School. Qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser des études dans ce domaine particulièrement? Alors, il y a beaucoup de raisons. La première, c'est le désir de défendre. J'ai toujours voulu défendre, quels que ce soit les citoyens ou un État. Et donc j'avais plusieurs idées en tête en termes de métier. Et comme j'ai été bercée depuis toute petite dans l'informatique, ça a été un choix un petit peu normal. Vous faites partie effectivement d'une génération où on est né avec ces outils, vous savez les utiliser et maintenant vous passez derrière l'écran. En quelque sorte, c'est ça. Bon, Valérie, Lilou, travailler dans la cybersécurité, c'est l'employabilité assurée à la clé? Oui, alors justement, je vais reprendre quelques statistiques pour vous donner l'ampleur. Alors les besoins sont énormes, la pénurie est très très importante. Je vous donne quelques chiffres parce que j'ai plus tout en tête, mais c'est très important. C'est aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, c'est de créer 37 000 emplois. C'est de passer de 37 000 emplois en 2021 à 75 000 en 2025 en France. C'est donc un secteur qui recrute. Donc, exactement. Et en Europe, on considère qu'il y a 500 000 emplois vacants d'ici 2025 et c'est sans doute sous-évalué. Après Paris et Lyon, vous avez choisi Bordeaux pour établir votre nouveau campus. La région bordelaise, on le sait, accueille de nombreux acteurs de la sécurité, parmi eux Tetris, le campus cyber, Octet ou encore Knock Knock. C'est the place to be pour travailler dans la sécurité, Bordeaux, aujourd'hui en France? Alors, c'est une des the place to be. Bien sûr, on ne peut pas ignorer Paris, on ne peut pas ignorer Lyon, on ne peut pas ignorer Bordeaux, qui est aussi un écosystème très riche. La French Tech Bordeaux a de nombreux adhérents, 800 adhérents. Donc, c'est vraiment la question de la cyber, en plus, est une priorité de la région. Quels sont les profils d'étudiants que vous espérez attirer dans votre établissement scolaire? Alors, comme Lilou, des passionnés de cybersécurité, d'informatique, mais aussi des étudiantes et des étudiants qui ont envie de protéger nos savoir-faire, nos organisations, nos entreprises, notre État. Donc, il y a aussi ce sens-là de protection, bien sûr. Votre école aussi, Valérie, a créé une pédagogie qui s'appelle l'Active Learning, basée sur la réalisation concrète de projets dès la première année post-bac. Vous l'avez donc vécu, cette pédagogie. C'est un projet professionnel qui est encadré par un enseignant, c'est ça, Lilou? Alors, ce n'est pas vraiment l'enseignant, ce sont des professionnels, du coup, qui viennent directement d'une entreprise ou qui sont indépendants. Dans l'école? C'est ça, voilà. Donc, on a des cahiers des charges qui nous sont remis en début de projet pour réaliser un projet du début jusqu'à la fin, avec une soutenance à la fin devant les intervenants et peut-être plus tard des entreprises. Par exemple, alors un projet, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous avez fait ces 2 dernières années comme projet? Alors, ça débute le lundi souvent par un kick-off. Donc, on nous donne un cahier des charges, on vérifie que tout le monde a compris, surtout en première année, parce que c'est quand même une méthode de travail particulière. C'est pas ce qu'on retrouve au lycée ni au collège, donc il faut s'adapter. Et ensuite, on va réaliser le projet en heure de cours et puis en dehors des heures de cours. Et à la fin, on a une soutenance si on la présente devant un jury.
Alors Lilou, vous nous dites effectivement que vous pouvez compter sur de nombreux mentors, des entreprises partenaires aussi. Vous proposez à vos élèves, Valérie Dmitrovic, des stages, des alternances. C'est une sorte d'expérience un peu unique en France que vous voulez proposer à des étudiants comme Lilou. Oui. Alors la professionnalisation, trouver un métier, c'est extrêmement important. Donc comment on travaille la professionnalisation? Grâce à la pédagogie par projet qui les rend très opérationnels, qui leur permet aussi de travailler en équipe. Et puis rencontrer des intervenants professionnels et de suivre par des intervenants professionnels. Ajouter l'alternance dès la 3e année fait qu'aujourd'hui, ils sont très employables très rapidement. Vous travaillez notamment avec la gendarmerie nationale et les renseignements français. Ça aussi, ça change tout, c'est important pour... Alors, on travaille avec comme Cybergende a de nombreux besoins de recrutement. Donc, c'est tout naturellement qu'on travaille avec ces experts de grande qualité. Lilou, je me tourne vers vous. Est-ce que ce sont ces partenariats, je parlais effectivement de la gendarmerie nationale, les services de renseignement, ce sont ces partenariats avec à la fois les services français, mais aussi des grandes entreprises françaises qui vous ont intéressé, qui vous ont orienté plutôt vers Guardia Cyber Security School? Alors c'est en partie pour ça, mais c'est surtout pour la pédagogie par projet, pour ce qui me concerne. Parce que je suis très pratique, je suis une personne qui a du mal à apprendre par la théorie. Et c'est pour ça que les projets, c'est mieux pour moi. Valérie, on pense aussi que pour ces partenaires, vos étudiants comme Lilou représentent un vrai vivier de recrutement après leurs études. Bien sûr. Et c'est ce qui vient alors justement, les partenariats consistent aussi à ce que ces partenaires viennent transmettre via la pédagogie par projet. Donc ça leur permet aussi d'identifier des profils qui ont envie de travailler avec eux. Alors au-delà des compétences techniques, quels sont les soft skills justement? Vous parlez du travail en groupe. Est-ce qu'il y en a d'autres à avoir qui sont nécessaires ou qu'on doit développer comme Lilou par exemple quand on veut travailler dans ce secteur? Alors dans la cyber, à partir du moment où on rentre dans la cyber, on n'est jamais tout seul. On n'est plus tout seul du tout. Donc c'est très très important de savoir travailler en équipe, donc d'avoir une communication fluide et adaptée. Ce sont des qualités fondamentales. Il faut aussi savoir bien gérer son stress, parce que quand même, quand il y a une attaque, vous imaginez, c'est pas une petite affaire. Donc ces qualités-là sont travaillées via la pédagogie par projet notamment. Pourquoi on n'est plus seul? Il y a beaucoup de... Ce sont des équipes nombreuses ou oui, on travaille en équipe en fait. On ne peut pas être tout seul en cyber, donc on travaille vraiment en équipe. On travaille aussi avec les collaborateurs de l'entreprise qui sont, eux, les garants aussi des bonnes pratiques, puisque si un collaborateur déroge à une bonne pratique, comment ça peut pas bien se passer. Puis si je devais rajouter quelque chose, en fait, la cybersécurité, c'est tellement vaste, ça réunit beaucoup de métiers, il y a des pratiques, des techniciens, on a aussi tout ce qui est en communication, parce qu'il y a des professionnels de la psychologie. Donc c'est très transverse, ça touche à beaucoup de métiers, une seule personne ne peut pas tout faire. C'est pour ça que le travail d'équipe, c'est primordial. Alors justement, qu'est-ce que vous voudriez faire comme métier plus tard, Lilou? Pour l'instant, je ne me ferme pas aux idées, je suis qu'en 2e année. Je veux faire de la technique, ça c'est certain, mais j'attends de découvrir, je pense que je peux apprendre encore beaucoup. Bon, et on va continuer justement à parler de ce sujet avec Lilou et Valérie. Mais d'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau. Down, down, down.
Et on est de retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités, Valérie Dmitrovi, cofondatrice et directrice générale de la Guardia Cyber Security School, et puis de Lilou Le Rouge, élève en 2e année dans cette même école. Mais juste avant, si vous voulez bien de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus, qui a toujours une idée derrière la tech. Jeanne, aujourd'hui, vous allez nous parler d'architecture d'urgence et construction bâtie en cas de crise humanitaire, sujet tristement d'actualité. Bah oui, on va un peu quitter la high-tech et la cybersécurité pour se pencher du côté low-tech de la force, surtout dans le domaine de l'architecture, avec plusieurs questions. Comment reloger les quelques 5,3 millions d'habitants qu'a laissé sans toit le tremblement de terre de Turquie, chiffre qui nous vient des Nations Unies, ou ceux de l'Atlas, dont 60 000 habitations ont été endommagées par le récent séisme. Comment accueillir aussi temporairement, tout dans un premier temps, les 6,5 millions de personnes qui ont été déplacées suite au conflit ukrainien, un chiffre aussi qui nous vient du Bureau des Nations Unies. Et surtout, comment le faire avec cette attention minimale pour les conditions de vie, spécialité s'il en est des architectes, mais souvent omises en situation d'urgence. Ces questions et ces défis, ce sont ceux que s'est donné cet architecte japonais Shigeru Ban, lauréat du Nobel de l'architecture, le Pritzker Prize en 2014, créateur aussi du Voluntary Architect Network, pardonnez mon accent à couper au couteau, qu'on voyait sur son veston. Est-ce que je me trompe ou son nom me dit bien quelque chose? Oui, on le connaît en France parce qu'il a construit le Centre Pompidou-Metz, qui est ce bâtiment aux allures de vaisseau spatial, institution sœur du Centre Pompidou à Paris, qui accueille des expositions temporaires dans le chef-lieu de la Moselle. Et en fait, on voit aussi qu'il est accompagné, ce bâtiment, par une drôle d'excroissance. On la voit ici, c'est le Piper Tube Studio. C'est un autre vaisseau spatial qui n'est autre que l'espace de bureau qu'avait construit l'architecte. Je vous demande de regarder juste l'image de droite et la charpente. Donc, à l'époque, en fait, de la construction du centre Pompidou-Metz, Shigeru Ban, on en reparlera tout à l'heure, Shigeru Ban, donc résident japonais, lui, il n'avait pas d'argent pour emmener son équipe japonaise louer des bureaux à Paris, et donc il avait décidé de construire ces bureaux tout simplement, et il les avait placés temporairement pendant la phase de préfiguration du bâtiment, en toute simplicité, sur le toit du centre Pompidou à Paris, au 6e étage de l'institution parisienne. C'est donc cette adaptabilité qui va le conduire aux situations d'urgence humanitaire. Absolument. Et justement, quand je vous demandais de regarder l'image de droite, c'est qu'on voyait des tubes dans la charpente. Ces tubes, ce sont des tubes de carton. C'est la signature de cet architecte qui a eu l'idée en 85, alors qu'il construisait un bâtiment temporaire à Hanovre, d'utiliser des rebuts de tubes de carton qui peuplaient son atelier pour les élever au rang de matériaux nobles, tout en restant recyclables, disponibles partout dans le monde où l'on se sert de papier toilette, nous dit l'architecte, et dont il va se servir pour répondre aux diverses situations d'urgence pour lesquelles il a voulu apporter son concours d'architecte. Alors que ce soit à Kobe au Japon, où en 1995 un tremblement de terre avait rendu victime la ville, où il avait permis donc la reconstruction d'unités individuelles d'habitation avec ce système de carton. Les bâtiments étaient lestés avec des caisses de bière, Kirin. Bref, et il a reproduit ces modèles-là en Turquie plus récemment. Il a aussi travaillé en Europe suite au conflit ukrainien, pour lequel, grâce à son système tout simple de tubes et de rideaux, il permettait à moindre coût d'apporter une intimité pour des populations qui étaient souvent parquées les unes à côté des autres sans l'ombre d'un cloisonnement, ce qui était nécessaire dans des situations difficiles. On a besoin d'avoir un peu d'intimité. Ou encore au Japon, à Onagawa, dans une région également touchée par des séismes, il avait équipé des AGECO, de lieux de rangement, de cloisons, de fenêtres, chose aussi rare dans ce genre de cas d'urgence. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est penché sur ces architectures d'urgence au détriment, par exemple, de grands chantiers comme on a pu le voir à Metz? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer ce grand homme et je lui ai justement posé cette question, la question de ce tournant. On peut l'écouter. I'd like to make a balance between working for privilege and victim of the disasters. Normally, architects work for privileged people who has money and power. Because power and money is invisible, they hire us to make a monument to show their power to the general public.
Alors, il a continué en me disant, à propos des catastrophes naturelles, eh bien, que les gens étaient infiniment plus touchés par les architectures qui s'effondrent que par les tremblements de terre eux-mêmes. Et donc, sa responsabilité, lui, en tant qu'architecte, elle est bien donc de sauver toutes ces vies en construisant des bâtiments qui sont conçus pour les écosystèmes à risque. Mais alors, sa méthode humble, temporaire, elle ne l'empêche pas de répondre à des chantiers qui peuvent être de grande envergure, suite aux secousses qui avaient touché la Nouvelle-Zélande en 2011 et détruit la cathédrale de la ville de Christchurch, eh bien, il avait créé lui-même un lieu de culte semi-pérenne, on le voit à droite, avec cette même technique des tubes de papier, avec un plan d'une simplicité extrême, une nef en prisme dont la symbolique trinitaire, la hauteur sous plafond et le dépouillement seul portaient toute la spiritualité du lieu, et aussi seul, disait eh bien, tout cet engagement de cet architecte dans l'urgence, à savoir que dans les pires moments, eh bien, des aspects comme l'intimité ou comme la foi participent parfois presque autant à la survie que l'attention à des besoins particulièrement primaires. Merci beaucoup Jeanne pour ces chroniques. Et puis nous, on va continuer à parler avec nos invités de la place des femmes dans la cybersécurité et puis aussi du niveau de sensibilisation aujourd'hui en France dans la deuxième partie du talk. Elle est experte en cybersécurité et dirige maintenant une école supérieure qui en a fait le cœur de son programme éducatif. On continue de voir avec elle et avec l'une de ses élèves aussi les grands enjeux de la formation et de la sensibilisation à la cybersécurité. On est toujours sur le plateau de l'École du Futur en compagnie de Valérie Dmitrovic, la cofondatrice et directrice générale de Guardia Cyber Security School, et de Lilou Le Rouge, élève en 2e année dans cette même école. Alors effectivement, aujourd'hui, Lilou, vous êtes de plus en plus experte aussi, à force de rencontrer tous ces intervenants qui viennent à Guardia Cyber Security School, qui vous parlent aussi du niveau de sensibilisation de la France sur les enjeux de cybercriminalité, cybersécurité. Comment aujourd'hui vous pouvez l'évaluer, ce niveau-là ? En effet, en ce moment, c'est très compliqué de dire de manière générale un niveau, parce que ça dépend des âges, de la localisation en France. Les personnes qui habitent en ville vont être tendance à plus suivre les informations et à suivre ce qui se passe, alors que d'autres pas forcément. Ça dépend beaucoup de choses. Mais personnellement, moi, quand je demande à des personnes autour de moi que je connais ou que je connais pas forcément, on se rend compte qu'il y a des choses qui pour nous semblent évidentes mais le sont pas encore. Donc il faut continuer à sensibiliser. Parce que le sujet, c'est quoi ? C'est un manque de formation aujourd'hui à la fois aux côtés des entreprises et dans les écoles ? C'est un manque de formation et je pense que c'est aussi de se rendre compte des enjeux. Souvent on entend mais j'ai rien à craindre, j'ai rien à cacher. Sauf que bien souvent quand on dit ça, c'est que c'est pas le cas. Et on le voit notamment effectivement avec les cyberattaques de plus en plus nombreuses qui touchent notamment des hôpitaux. Pourquoi d'ailleurs autant d'hôpitaux sont touchés ? Alors de base, moi j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément ciblé. C'est souvent des attaques par phishing. Donc on envoie des mails et on attend de voir qui clique dessus. Parce que ça coûte très cher de cibler une attaque. Souvent les groupes d'hackers qui ciblent des attaques, c'est plutôt sur des choses qui vont leur apporter beaucoup d'argent. Et les entités publiques n'en ont pas forcément énormément. Et on touche aussi, effectivement, merci Lilou pour votre réponse. Je me retourne aussi vers vous, Valérie Dmitrovic. Pourquoi les hôpitaux aujourd'hui sont autant touchés ? Est-ce que c'est parce que la donnée même est tellement sensible qu'elle a aujourd'hui de la valeur ? La donnée a de la valeur aujourd'hui ? Oui. Alors bon, on ne peut pas tout révéler, mais j'invite quand même les lecteurs à s'intéresser à la géopolitique et de regarder un petit peu ce qui se passe. Je dirais que globalement, les attaques sont nombreuses parce que la France est un pays qui possède de belles entreprises, de beaux savoir-faire. Donc il y a forcément des attaques économiques, à visée économique, et puis il y a aussi des attaques qui ont pour vocation de déstabiliser des États. Donc là, on n'est pas les seuls, naturellement. C'est ce que j'allais vous demander, d'où est-ce qu'elles viennent, ces attaques ? Vous n'allez pas pouvoir tout nous dire, évidemment, mais est-ce qu'on parle effectivement d'États qui en attaquent d'autres ? Est-ce qu'on parle d'étudiants qui, derrière leur ordinateur... Oui, alors il y a les hackers, donc effectivement, qui s'enrichissent de cette manière-là. Puis après, il y a les États, bien sûr. Donc là, encore une fois, on regarde un petit peu la géopolitique mondiale et puis on comprend quel pays attaque, naturellement. Il y a des enjeux business très forts. Donc il y a des enjeux de pillage économique. On dérobe
on dérobe à la fois du secret défense, mais on dérobe aussi des savoir-faire dans plusieurs industries françaises de grande qualité. Alors je peux citer le jeu vidéo, je peux citer le luxe, je peux citer la pharmacie, tous ces domaines-là, scientifiques, etc. Qui sont des secteurs effectivement particulièrement touchés. Lilou, je me retourne aussi vers vous. Quand on est touché par une attaque de phishing dont vous parliez tout à l'heure, c'est difficile après de s'en sortir, de récupérer ces données notamment? Ça dépend du type d'attaque. Après, récupérer ces données, ça dépend de l'organisation qu'on a prévue avant. Une attaque, ça se prévoit. Il ne faut pas attendre d'être attaqué pour répondre. Parce que souvent, c'est un peu la panique, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Donc, s'il n'y a pas de sauvegarde et que les données sont bloquées, c'est un petit peu compliqué. Quels sont les métiers les plus demandés aujourd'hui dans la cybersécurité auprès de vos camarades dans votre promo? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je dirais, de manière générale, c'est le pentest. En tout cas, en deuxième et première année, moi, ce que j'entends, c'est à 80% du pentest, donc des audits de sécurité. On a beaucoup de techniques. C'est des gens qui veulent tester la sécurité des réseaux. Valérie Dmitrovic, aujourd'hui, votre expertise du secteur vous dit-elle que les collaborations entre le gouvernement, le secteur privé, les établissements scolaires et secondaires aussi, sont assez développées en France pour justement contraindre quelque part les attaques sur ces sujets-là? Oui, alors sous l'impulsion du gouvernement et du plan de relance où on met 1 milliard sur la table pour développer la cyber, je crois que dans la logique de tout ce qu'on fait, c'est très important qu'il y ait une collaboration entre des écoles, nos écoles, les entreprises, les campus cyber, et tout le monde travaille de concert. Est-ce que c'est ce que vous faites aussi avec Guardia Cyber Security School? C'était l'un de vos piliers aussi pédagogiques? Oui, alors en témoignent les nombreux partenariats qu'on a pu signer avec Storm Shield, avec Soprasteria, avec ComCybergend, etc., avec Exclusive Networks. On travaille avec eux aussi de très près. Les entreprises partenaires sont intégrées dans les programmes dès le début, c'est-à-dire qu'on fait les programmes avec eux. Ça, c'est très, très important parce qu'une école, aujourd'hui, il faut qu'elle soit efficace dans l'apprentissage. Donc, c'est la pédagogie par projet, Active Learning, mais efficace aussi parce qu'elle délivre des formations qui sont up-to-date, qui sont mises à jour et non pas des vieux savoirs ou des vieilles connaissances. Donc, ça, c'est important. Valérie, est-ce que vous diriez que la cybersécurité, aujourd'hui, en France, c'est un métier d'homme? Ah ben non. L'informatique, c'est un métier de femme. En témoignent les premières créatrices informaticiennes d'informatique. Enfin, je veux dire, il y a eu des femmes extraordinaires dans tous les domaines et on le découvre aujourd'hui, enfin. Mais dans le jeu vidéo, dans les années 70, c'était des femmes. Dans les années 60, en informatique, idem, c'est la même chose. Bien sûr que non, ce ne sont pas des métiers d'hommes. Et donc, nous, on y attache une grande importance. Alors déjà, je suis une femme, mais pas que. C'est aussi qu'aujourd'hui, on doit sensibiliser, en fait, les collégiennes. Ça commence tôt. Comment on s'y prend, justement? Alors, comment on s'y prend? Alors, déjà, nous, la politique qu'on a dans nos écoles, la stratégie, c'est d'accueillir le maximum de stagiaires. Donc, les stagiaires de 3e, on ouvre nos portes. Aujourd'hui, on a une stratégie d'accueil quand même de 80 stagiaires par école et par campus. Donc ça, c'est notre volonté, c'est ma volonté en particulier. Donc déjà, je lance un appel aujourd'hui à toutes les jeunes femmes qui se disent l'informatique, la technique, c'est pour moi aussi. Donc venez, postulez, puisqu'il y a des places. Alors, on a une vraie... Imaginez pour une école de recevoir autant de... Donc ça, c'est vraiment un vrai effort qu'on fait. D'autre part, je pense qu'aujourd'hui, avoir Lilou avec nous, c'est important parce que ça montre à toutes les femmes qui nous écoutent qu'elles peuvent le faire aussi. Avoir des femmes aussi sur les salons pour justement montrer que c'est faisable aussi pour elles, c'est très important. Puis après, on va travailler sur des choses un petit peu ponctuelles, des actions avec Campus Cyber, avec l'ANSSI, etc. On va aller aussi dans les collèges parler de ces métiers. Lilou, est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait peur, justement, ces métiers de la cybersécurité, du numérique, de la technique, de la technologie, qui sont, il faut le dire, dans l'imaginaire collectif, plutôt des métiers d'hommes? Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu vous repousser à embrasser justement cette carrière? Personnellement, ça ne m'a pas particulièrement fait peur. J'ai pas de souci à parler avec mes homologues masculins. Je sais qu'il y a certaines personnes, ça leur fait peur. C'est surtout que c'est un métier qui est
très stigmatisé en fait, l'informatique de manière générale. On nous voit souvent avec des capuches dans une grotte avec une canette de Red Bull. C'est pas forcément le cas. Ça peut arriver. Le mythe du geek, c'est ça. C'est pas forcément le cas, c'est ça. Bon, et on rappelle justement avant la fin de cette émission que les candidatures, c'est ça, pour l'année prochaine, en septembre 2024, sont déjà ouvertes. Alors non seulement les candidatures sont déjà ouvertes, mais il y a déjà des inscrits sur chacun de nos campus, que je rappelle, donc Paris, Lyon et Bordeaux. Donc c'est simple, il faut candidater sur le site internet. Ensuite, on a un test de positionnement technique. Donc il ne faut pas que ça fasse peur. Ça permet de voir quel est son niveau et ensuite d'adapter les enseignements. Et puis on a un test de positionnement en anglais parce que la cyber, c'est des équipes internationales. Si vous avez suivi un petit peu le travail de ComCyberGend, c'est une collaboration européenne. Vous le voyez, en France comme ailleurs, les cyberattaques se multiplient. Des menaces qui créent aussi, côté défense, des moyens croissants, des besoins aussi croissants. Et pour y répondre, de plus en plus de jeunes comme Lilou se forment au métier de la cybersécurité. C'est notamment le cas avec la Guardia Cyber Security School. Merci beaucoup à vous, Valérie Mitrovic. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et la directrice générale de cette école. Merci aussi à vous pour cet exemple. Lilou Le Rouge, vous êtes élève en 2e année dans cette école. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, pour cette chronique toujours passionnante. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'école du futur. Bonne journée.